bonjour à tous d'être ici, de venir assister à cette conférence au cours de laquelle nous allons traiter d'un thème ô combien d'actualité. Comment rendre nos villes et nos territoires plus verts et plus solidaires? Quelles sont les contraintes, les conséquences, les nouveaux enjeux auxquels les différents faiseurs de villes doivent répondre? Autant de thèmes que nous allons aborder au cours de cette conférence. Conférence qui va durer à peu près 50 minutes et on aura 10 minutes en fin de séance de questions-réponses. Mais avant de commencer, je vais proposer à nos experts de se présenter en mettant l'accent sur vos périmètres respectifs. Donc Hélène Audibert, à vous de commencer. Merci. Bonjour, ça marche, oui. Donc Hélène Audibert, adjointe au maire de Toulon, ville du Sud et ville d'importance aujourd'hui. Donc je suis adjointe auprès du maire depuis 21 ans aujourd'hui et j'ai eu différentes casquettes, notamment habitat, logement, politique de la ville et rénovation urbaine depuis le début, puisque je suis en charge notamment de la rénovation urbaine du cœur de ville de Toulon. J'ai été aussi conseiller départemental en charge de l'habitat, première vice-présidente de l'établissement public foncier PACA et présidente de la société d'économie mixte départementale qui s'occupe d'aménagement sur le Var. Merci. Éric Charéron. Éric Charéron, bonjour à toutes et à tous. Moi, je viens d'un groupe Keolis qui est dans la mobilité, filiale entre autres de la SNCF, et je m'occupe de la prospective, de la direction de la prospective, mais sous l'angle pas de la prospective technique, mais de la prospective mode de vie et mobilité dans les territoires, en essayant de prendre en compte la diversité réelle des citoyens et des citoyennes, mais également la diversité des territoires. Voilà. Donc c'est une approche qui est assez sociologique, où on travaille beaucoup avec des sociologues, etc., sur les besoins et les aspirations des gens. Voilà. Bonjour à tous, Cédric Delétrange, je suis directeur général et associé du groupe Axe Immobilier, qui est un groupe de développement immobilier, je préfère développement à promotion, on en parlera peut-être tout à l'heure, actif essentiellement en Île-de-France depuis 30 ans, et qui a une grande palette de compétences et de produits, puisqu'on fait historiquement essentiellement du bureau, mais et beaucoup aujourd'hui de logements, de commerce, d'établissements hospitaliers ou para-hospitaliers, pour vraiment couvrir l'ensemble des besoins de développement des villes. D'accord. Bien, écoutez, le tour des tables est fait. On va rentrer dans le vif du sujet. On demande désormais aux bâtisseurs des villes d'être verts, d'être solidaires et responsables sur le long terme. Qu'est-ce que ça vous évoque, Hélène? Quel est votre point de vue sur la question? Bon, alors moi, je vais parler, donc, pas au nom de tous les maires. Moi, je vais m'exprimer sur le territoire sur lequel je vis et sur lequel je suis élue, c'est-à-dire la métropole toulonnaise, qui fait à peu près 400 000 habitants, et pour lequel, bien sûr, nous sommes très attentifs à tous ces sujets. Alors, bien entendu, je peux aussi peut-être parler de l'évolution, puisque élu depuis 2001 avec Hubert Falco. Hubert Falco, c'est le maire de Toulon qui avait battu la seule mairie Front National à l'époque. Et lorsque nous sommes arrivés, ça a été son leitmotiv. Il nous a réunis. Il nous a dit « Je veux des grues dans la ville ». Ça signifiait que plus rien ne se construisait sur la ville. On n'avait plus de logements construits neufs sur cette ville-là. Donc pendant 5-6 ans, ça a été un peu l'euphorie, entre guillemets. Notre travail a été de convaincre les promoteurs, les bâtisseurs, comment il faut dire, je ne sais plus, de revenir sur la ville pour construire. Donc nous avons eu des divers projets, puis notamment nous sommes attachés à requalifier quelques friches, non pas industrielles, mais une friche hospitalière, puisque nous avions eu le bonheur d'avoir le financement étatique pour construire un hôpital neuf, ce qui nous permettait de récupérer 2 friches hospitalières, une au cœur de ville de Toulon et une sur les périphéries. Et là, nous avons pu construire le premier écoquartier du territoire. Et là, nous avons construit 700 logements sans qu'il n'y ait aucun recours et aucun habitant n'a protesté. Et c'était en quelle année? Alors la construction, je dirais 2006-2007 à peu près. D'accord. Voilà, on en vient à bout, là tout est livré, tout est installé.
Et l'habitant, je dirais pas jamais les lecteurs, hein, je dirais l'habitant était très content, parce qu'ils avaient aussi peur que cette friche se transforme en quelque chose de peut-être pas intéressant. Donc nous avons construit 700 logements avec du social, du libre, une maison, pas de retraite, une maison de seniors, une crèche, voilà, tout un écoquartier qui a été construit. Ça, c'était en 2007. Sur l'autre friche, nous avons pris parti d'y mettre un quartier mi-logement, mi-culturel. Voilà, ça a évolué. La ville de Toulon a été très en retard pour le logement social. Donc nous avons aussi mis en place au PLU des contraintes pour que les promoteurs fassent une mixité sociale, 30% de logement social s'il y avait plus de 3000 m² de surface construite, etc. Tout se passait bien. Arrivent les élections de 2008, où là on a un petit coup de semonce, où on voit que l'extrême droite est en montée, et on se rend compte sur les réseaux sociaux qu'on nous traite de bâtisseurs. Et à partir de ce moment-là, la pédale a été mise, on construit moins. Ça, c'est pour vous donner le paysage. À partir de 2008. Et est-ce que, effectivement, là je fais appel à votre expertise, d'un autre point de vue, est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a un ralentissement du nombre de chantiers, des sollicitations? Alors, le ralentissement de chantier, ça, il est évident. Aujourd'hui, alors en Ile-de-France, c'est encore plus net. Il y a eu, alors on n'a pas encore les chiffres de 2021, mais il y a eu en 2020 3 fois moins de permis de construire en nombre de logements qu'en 2017. Voilà. Alors, et on peut dire c'est à cause de la Covid, du cycle électoral, ça va remonter. Non, ça remonte pas. Donc moi, je le daterai peut-être pas aussi anciennement que vous, mais en tout cas dans les années 2010, il est clair que c'est une évolution qu'on a sentie et qu'on parlera après du qualitatif, mais si on est dans le quantitatif, il est certain que le rapport de force, oui, c'est un rapport de force, en tout cas que la situation s'est inversée. C'est-à-dire que vous disiez au début des années 2000, et c'était vrai aussi pour un certain nombre, par exemple en Ile-de-France, de zones comme Plaine Commune, Saint-Denis, vous les disiez aux promoteurs qui étaient peu nombreux, venez, et puis chez moi on peut bâtir, et vous allez voir, ça va faire des ensembles urbains réussis. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de promoteurs, et il y a beaucoup moins de terrains constructibles, et sur ces terrains, on construit moins qu'avant. Voilà, donc d'un point de vue quantitatif, le paysage est celui-ci aujourd'hui. Et justement, d'un point de vue aussi qualitatif, est-ce que le rôle, la fonction de... Alors je sais que vous n'aimez pas le terme de promoteur immobilier, mais est-ce que ça ne devient pas de plus en plus complexe avec ces nouveaux enjeux, ces nouvelles réglementations Alors le côté quantitatif est plus complexe pour la raison que je viens de dire, c'est qu'effectivement c'est plus compétitif, pour être clair. Le côté qualitatif, c'est plus complexe, mais je pense que c'est aussi une chance. Parce que c'est dans un contexte où on va devoir concevoir et construire plus vert, plus beau et plus solidaire, qu'on nous reprochera moins après d'avoir moins construit. Et donc ça met en valeur aussi, ça pousse à être meilleur, voilà. Mais ça c'est quand tout va bien. Effectivement, aujourd'hui le contexte est plus compétitif et plus complexe de ce fait, mais je dirais que ça met en valeur aussi notre rôle, c'est-à-dire que le promoteur entre guillemets, encore une fois j'aime pas ce terme parce qu'il est connoté trop commerçant et trop bétonneur, mais était vu comme un acteur de la ville qui était un acteur court-termiste. Je construis, je livre et je m'en vais, et qui était un acteur qui avait une vision parcellaire. C'est-à-dire je m'intéresse à ce que je construis et puis finalement la cohésion du territoire avec les équipements, avec les voisinages, m'intéresse moins. Or je pense qu'aujourd'hui on a la responsabilité aussi de ce que sera la qualité de vie dans ce qu'on a construit. C'est vrai en logement mais c'est vrai aussi en bureau. Lorsqu'on réalise des espaces de travail, il faut qu'ils puissent évoluer dans le temps. On ne peut pas juste venir dire ensuite à une entreprise qui est installée dedans « Ah oui, il y a une obsolescence accrue, donc vos bureaux d'il y a 10 ans, aujourd'hui on devrait les refaire entièrement. » Non, on a une responsabilité que quand on a une entreprise, il faut que ça permette qu'elle soit attractive et qu'elle se développe. Et quand des gens habitent, il faut que dans le long terme, ils y vivent bien. C'est leur patrimoine, ne l'oublions pas. L'immobilier, c'est 60% du patrimoine des Français. Donc quand ils ont investi dedans, ils veulent que aussi leur patrimoine soit protégé dans sa valeur, dans sa qualité, dans son attractivité. Donc on a cette responsabilité de long terme, on a une responsabilité globale que le tissu bâti soit harmonieux
harmonieux et soit comment dirais-je, collectivement attractif, c'est-à-dire que ça vienne bien s'insérer et qu'on vienne pas se dire après au milieu il y avait un îlot. Je déteste ce terme des aménageurs, l'îlot, parce qu'on n'est pas au milieu d'une mer. On est en cohérence avec tout ce qu'il y a autour, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que de plus en plus le rôle des développeurs n'est pas uniquement de concevoir un îlot, de concevoir un bâtiment, mais de pouvoir travailler à une échelle plus large. C'est le cas notamment des écoquartiers. Vous citiez Fompré, qui a été effectivement conçu par un acteur privé. Nous, on vient dans Livret 1 qui fait 210 logements avec un centre de santé à Massy, à côté de la gare de Massy. C'est pareil, on a une responsabilité vis-à-vis de la ville et vis-à-vis des nouveaux habitants qui viennent de s'y installer, parce qu'on a pensé l'ensemble du quartier dans son environnement, mais aussi dans sa conception elle-même, quoi. Les aires de jeu pour les enfants, que les 3/4 des logements aient des espaces extérieurs, que ce soit sans voiture, voilà. Et donc on ne se contente pas de livrer quelques bâtiments et des logements. Il y a une qualité de vie, et c'est cette qualité de vie, à mon avis, qui fait que même si c'est difficile, on donnera quand même encore à nouveau envie à des élus de donner des permis, et envie à des futurs voisins, enfin à des citoyens, d'accepter qu'on construise à côté de chez eux. D'accord. Et en termes de qualité de vie, de circulation, de mobilité, vous me voyez, Éric Charéron, quel est votre point de vue sur ce sujet ? Ce qui a été dit à la fois par Hélène Audibert et à la fois par Cédric de Letrange, ça traduit aussi un changement d'époque. On est au niveau de la manière dont les citoyens s'expriment et dont certains avis sont surreprésentés d'ailleurs dans l'espace médiatique. C'est-à-dire que la crise du Covid d'ailleurs l'a montré, on a une radicalisation d'expression en plus qui s'est accentuée, c'est-à-dire que depuis 2008 en plus, on s'est rendu compte que quand on est radical dans son expression, on a des chances d'être entendu, et il y a des minorités, il y a beaucoup de personnes qui ont compris qu'effectivement, que par une minorité agissante peut bloquer des projets. Et donc, effectivement, il y a du travail à faire pour redonner envie. Comment construire une ville intense, belle, désirable et abordable. En fait, tous les sujets que vous avez évoqués derrière. Je voudrais juste citer un chiffre, moi, qui me frappe beaucoup pour redonner du poids à ce que vous avez dit également. Si on prend le temps long, entre 1968 et 2018, si on prend les communes de Lyon et Villeurbanne, 22 000 habitants en plus, 3%. Ils ont construit 40% de logements supplémentaires, 110 000 logements supplémentaires. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? De la décohabitation. Donc il y a de moins en moins d'habitants par logement. Donc ça donne l'impression que les villes se densifient, mais en fait, il n'y a pas nécessairement... Ça marche pas ? D'accord. Mais il n'y a pas nécessairement plus de... Alors c'est moi qui n'ai peut-être tout simplement pas branché. Voilà. Donc, vous avez d'un côté plus de 1 000 habitants pour plus de 100 000 logements en plus. Et ce qui veut dire que comme l'aire d'attraction de la ville de Lyon a progressé de 800 000 habitants, il y en a en fait 450 000 qui sont allés vivre au-delà des frontières de la métropole. Et si on prend Bordeaux métropole, 500 000 habitants de plus dans l'aire d'attraction de la métropole de Bordeaux, mais la ville de Bordeaux n'a toujours pas retrouvé son niveau de logement de 1968. Ils vont y arriver là, ils ont dû y arriver, mais globalement c'est le même niveau. Donc ces habitants supplémentaires, ils sont obligés d'aller où ? Progressivement de plus en plus loin, ce qui en termes de mobilité décarbonée, on a tout faux. D'autant plus que derrière, il se trouve que dans un certain nombre de villes, il y a eu des concentrations d'emplois plutôt dans la ville-centre et dans le pôle urbain. Alors on va prendre le cas de Rennes, par exemple une autre ville, qui elle a pu, parce qu'il y avait les espaces disponibles, pas les mêmes contraintes qu'à Toulon, coincé comme vous le dites entre la mer et la montagne. Donc Rennes a pu doubler son parc de logements. Donc ils sont passés de 70 000 à 140 000 logements à peu près sur la même époque. D'accord. Donc ils ont progressé en population. D'accord ? Donc en gros, on va dire qu'il y a 70 000 habitants qui ont été dans le pôle urbain, Rennes plus ses 4 communes autour, mais plus de 300 000 à l'extérieur. Le problème, c'est que 60% des emplois, eux, ont été créés dans le pôle urbain. Donc ça crée un déséquilibre, donc on ne peut pas penser non plus... Enfin, dans la réflexion sur la ville et pour une mobilité décarbonée, il y a effectivement comment cet enjeu essentiel de comment on favorise la mixité des fonctions et comment on donne envie aux gens de vivre ensemble sur des territoires plus intenses, mais qui soient beaux, etc. Alors je fais partie, je termine juste là-dessus, de ceux qui pensent que
la ville piétonne, c'est le principe de la ville apaisée. C'est-à-dire que si on pense une mobilité, si on pense une ville, au sein de la mobilité la plus universelle, la plus vieille mobilité du monde, qui est la marche, c'est la paisibilité, c'est le rythme des regards, c'est le rythme des vitrines, c'est le rythme de tous les gens. Le vélo, c'est bien, hein, le vélo, c'est bien, mais on l'a beaucoup vu. La marche, elle a beaucoup plus explosé depuis quelques années, on ne la voit pas. Et ça permet d'avoir une espèce de trait d'union qui permet effectivement de se dire il faut que la ville, elle soit apaisée, tranquille. Est-ce que ça n'entraîne pas, on en a déjà parlé, mais une forme de gentrification? C'est là où la ville est solidaire. On en vient à la question de la solidarité. C'est que, effectivement, il faut que, et ça c'est la responsabilité politique, c'est la responsabilité des PLU, des élus, de veiller à ce que ça n'ait pas comme effet d'évincer un certain nombre d'activités. Alors c'est vrai, on pense toujours spontanément au logement social parce qu'il y a un effort très fort qui est fait depuis la loi SRU, depuis 22 ans, pour ramener de la mixité et donc ramener des familles modestes, et c'est très bien, c'est l'effet du logement social. Mais quand je parle d'éviction, il n'y a pas que l'effet social, il y a aussi le fait par exemple que la logistique a du mal aujourd'hui à trouver de la place dans nos villes. Or on sait que la logistique du dernier kilomètre avec le boom des livraisons, ça devient indispensable. Pourtant on n'a pas envie de l'avoir près de chez soi parce que les dark stores c'est épouvantable, parce que la logistique c'est des nuisances, c'est du bruit, ça paye pas beaucoup de loyer pour un propriétaire, bon, mais on en a besoin, il faut trouver un moyen de le garder. Les artisans, on peut pas avoir que des artisans qui pour des raisons immobilières peuvent plus avoir leurs ateliers ou leurs bureaux dans le centre-ville et qui commencent par faire 50 km le matin et 50 km le soir. Dans ces cas-là, également, ils trouvent plus leur place. Donc je suis d'accord qu'il faut préserver un certain nombre d'activités, et ça c'est la base de la solidarité, la ville où chacun a sa place, un certain nombre d'activités dans une logique de proximité. Alors tout n'est pas dans le quart d'heure ou tout n'est pas faisable à pied, sauf à marcher longtemps. Mais il faut quand même y veiller en utilisant les transports et en veillant à ce que, comme je le disais, cette solidarité se fasse avec une place pour chacun et que tout ça puisse se financer. Et ce financement, il est privé aujourd'hui, il faut être clair. Justement.